Yo Bakayalo Konoyalo, oui, on se retrouve de nouveau pour parler des bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire bouffer par des monstres. Oui, review de l'épisode 8, saison 2 de The Promised Neverland. Et il y a beaucoup de choses à dire. Oui, j'ai kiffé, mais il y a quand même des petits trucs qui m'ont pas plu, mais vraiment des tout petits trucs, notamment la CGI, tu sais cet effet 3D chelou, quand c'est léger, ça passe, mais là, ils en ont un peu trop abusé. Mais globalement, faut dire ce qui est, c'était une masterclass, un excellent épisode. On va pas chipoter pour quelques effets 3D, parce que tout simplement, on est immergé dans le scénario, la mise en scène, elle est extraordinaire, et avec cette fin incroyable, aïe aïe aïe. Mais bon, regardons depuis le début cet épisode. Alors tout d'abord, on en apprend plus sur le passé de Norman. Qu'est-ce qui s'est passé quand Isabella l'a emmenée? Je rappelle qu'on sait toujours pas où elle est. Elle était en prison, elle a été libérée, mais attention, elle est libre là. Et pendant 1 an, on sait pas ce qu'elle a fait. Mais il n'empêche que quand elle a livré Norman, c'était pas pour la grand-mère ou pour les monstres. Non, c'était pour Peter Rattray. Et qui c'est ce Peter Rattray? Et oui, en fait c'est lui, Minerva. En fait, c'est lui qui posait les indices dans les bouquins et les stylos. Ce qui explique pourquoi les stylos étaient aussi sophistiqués technologiquement. Et ce qui explique aussi pourquoi le refuge n'avait qu'une seule entrée et que les gosses n'avaient même pas eu le temps de s'installer, que direct ils se sont fait retrouver. En plus, ce Minerva, il est différent d'Isabella. Isabella, elle aime ses enfants. Elle serre d'ailleurs Norman dans ses bras, tu sens que ça lui fend le cœur de s'en séparer. Alors que Peter Rattray, dans ses paroles, il dit « Non, je serai pas ton père, je suis trop jeune pour ça ». Ça veut dire déjà qu'il n'y a pas d'affection. Non, 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 il va pas s'attacher émotionnellement, voilà. Et puis, il lui dit « J'aimerais que tu participes à mes recherches ». Et tout de suite, après, tu vois Norman dans le laboratoire. Ça y est, le mec, c'est un cobaye. Je vous l'avais dit, un rat de laboratoire. Là, on est vraiment dans l'expérimentation, la recherche. Et tu peux constater l'horreur des expériences menées là-bas. Norman, quand il passe par les couloirs, il voit des gens se faire torturer, il voit des gens se faire manger, il voit des gens complètement lobotomisés. Tu sais pas ce qu'on leur a fait, mais les mecs sont complètement inertes. Ils sont là avec leur bave qui dégouline, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'en as d'autres qui sont dans un espace de jeu bizarre avec un univers enfantin. Eh mais ce passage, il était dur. C'est plus du tout le monde des bisounours. Non, là c'est la cruauté à l'état pur. T'es dans un laboratoire de recherche et c'est vraiment ce qui se passe. Ben oui, fais le parallèle avec nos laboratoires. Qu'est-ce qu'on fait, nous les humains, quand on veut trouver un vaccin contre la Covid? Ben c'est simple. On prend des pangolins, on les tue, on les ouvre pour savoir d'où provient la maladie, on injecte ensuite cette maladie dans les rats pour ensuite faire des tests sur eux pour générer ce vaccin. Non, 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 derrière, nous les humains, on condamne aussi à mort les autres espèces pour faire avancer la science. Et oui, eh ben les monstres, c'est pareil. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Rappelle-toi de tes TP en seconde, où tu ouvrais un rat ou une grenouille pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur, la circulation du sang au niveau du cœur. Mais oui, en fait c'est nous, les humains, qui ouvrons les autres animaux devant nos enfants pour leur montrer comment ça se passe à l'intérieur. C'est quoi la science? Mais oui, nous faisons aussi des autres animaux des cobayes. Sauf que là, c'est les monstres qui font ça sur les humains. Et regardez la réaction de Minerva. C'est désormais moi qui contrôle tout le bétail. J'écraserai tous leurs espoirs. Et regardez l'expression de son visage. C'est de la joie, c'est de la jouissance. Le mec prend son pied à détruire l'espoir des gens. C'est du sadisme. Et ça, c'est possible parce qu'il a le pouvoir. Et ça, faut faire super attention. Parce que quand tu donnes du pouvoir à quelqu'un, ça peut changer cette personne. Tout ce qui était enfoui en lui, ces fantasmes chelous, ça peut refaire surface, et ça, c'est parce que le pouvoir le légitime à le faire. Je prends par exemple les films Saw, le scénario, c'est juste un psychopathe qui torture des gens, il leur propose des choix improbables, il joue avec leurs émotions, et mine de rien, les films ont cartonné. Et c'est pour ça qu'il y a eu 9 films de Saw qui sont sortis sur le même sujet. Et ça veut aussi dire qu'il y a plein
plein de personnes qui ont kiffé ces films et qui ont kiffé les gens se faire torturer et qui, au fond d'eux, fantasmeraient peut-être de faire pareil. Et ça, sans le pouvoir, avec la loi qui protège la société, ces gens-là ne peuvent pas se permettre d'aller séquestrer quelqu'un et le torturer. Donc, faut faire super attention au pouvoir, parce qu'il y a des gens, dès que tu leur donnes du pouvoir, ils se comporteraient totalement différemment. Et rien qu'avec le pouvoir de l'argent, qu'est-ce que tu ferais si on te donne 50 milliards d'euros? Parce que notre ami Bill Gates, il vient en aide aux plus démunis, en Afrique, en installant des structures de recherche pour faire améliorer la médecine. Mais derrière, ce sont des laboratoires. Et sur qui ils font les tests? Et oui, sur les autres espèces, sur les rats de laboratoire. Alors, je veux pas rentrer dans le débat, parce que finalement, ce qu'il fait est énorme pour l'humanité. C'est une aide précieuse qu'il apporte aux plus démunis, par exemple en Afrique. Mais même dans ce qui paraît juste, dans ce qui est humanitaire, il y a quand même une partie moche où on tue des rats pour trouver des remèdes, où on tue des poissons pour nourrir ceux qui meurent de faim. Et oui, tout n'est pas rose. Enfin bref, Norman qui subit une gamme de tests intellectuels, il est en train de scanner des codes barres ou je sais pas quoi comme un caissier de supermarché. Apparemment, Norman c'est un véritable génie, mais on finit quand même par lui graver ce symbole sur le torse. Ce symbole qui signifie que t'es un cobaye. Et dès lors, il commence à cracher du sang. On peut en déduire que là, c'est fini. Il est condamné à mort. Il va mourir. On a alors ce passage où il est devant le miroir. Et ça, c'est symbolique. Le miroir qui est le reflet de soi-même. Et Norman, en l'occurrence, il supporte plus du tout ce reflet qu'il a sur le miroir, surtout cette marque de cobaye de laboratoire. Il en peut plus et surtout, il sait que pour changer tout ça, il va devoir faire des dingueries. Il va devoir tuer des gens. Il va devoir se salir les mains. Il va devenir un meurtrier. Donc, est-ce que plus tard, il arrivera toujours à se regarder devant la glace malgré tout ce qu'il va faire? Eh oui! Parce qu'en général, quand tu te regardes devant la glace et que tu t'automotives, c'est que tu vas faire une dinguerie. C'est que ton inconscient, lui, ne veut pas faire cette chose. Et que tu es obligé de t'automotiver, de te mentir à toi-même pour aller jusqu'au bout de tes actions de dinguerie. Surtout que lui, Norman, il a plus rien à perdre puisqu'il va mourir. Le marquage qu'il a sur le torse signifie effectivement qu'il va mourir. Il est condamné. Donc Norman, il se dit, quitte à mourir, je vais emporter le plus de monde possible avec moi. Aïe aïe aïe, la symbolique du miroir, c'est vraiment le mec prêt à sacrifier sa propre identité, sa propre vie pour faire une dinguerie, une boucherie ici. Et c'est pas fini, parce qu'après, il met en place son plan d'action. Et c'est là que tu le vois en train de jouer aux échecs. Et là encore, la métaphore, elle est très forte. Parce que tu le vois en train de placer ses pions sur l'échiquier, et en même temps, tu le vois communiquer avec Vincent, en train de récupérer tous les outils, en train de recruter tous les potentiels alliés, et finalement, comme dans un jeu d'échecs, tu sens que Norman, c'est un véritable stratège. Il prévoit tous les coups à l'avance, il laisse rien au hasard, et je me pose même une question. Est-ce qu'il se servirait pas de ses alliés, je parle de Vincent, Barbara, Zazie et tout, comme des pions? D'ailleurs, lors de leur échappée qui s'est fait rudement rapidement, est-ce que ce serait pas ça l'arc qu'on a manqué en manga? Bah ouais, parce que moi j'ai pas vu les scans, j'ai pas vu le manga. Et je trouve que cette échappée s'est fait extrêmement rapidement. Ça aurait pu valoir plusieurs épisodes. Surtout que tu vois des passages rapides où il y a une véritable boucherie, où Norman vient sauver Barbara et quand il récupère le stylo, il se passe plein de choses. En plus, ça se trouve, Norman il s'est fait d'autres potes, mais ils se sont fait tuer en cours de chemin. Enfin bref, dites-nous en commentaire si vous avez lu le manga, mais sans spoiler, parce que sinon, les reviews n'auraient plus d'intérêt si je connaissais la suite. Donc évitez de spoiler, mais dites-nous en commentaire si ce serait pas cet arc qu'on a raté. Bon, j'en viens quand même au passage que j'ai trouvé assez mauvais dans cet épisode, c'est quand Emma et Rei partent à la recherche de Sonju et Mujika. Alors déjà, c'était long, mais en plus, ils ont ressorti le monstre qu'on avait vu au premier épisode, et puis ils nous ont remis cet effet 3D, cette CGI assez dégueulasse je trouve. En plus, j'ai l'impression que c'est des passages qu'on a déjà vus. Quand le monstre course Emma, quand le monstre commence à bouger légèrement dans la forêt. Mais pourquoi vous faites de la 3D comme ça? Surtout que dans ce passage, on voit très clairement que Sonju va intervenir. Ça se voit que ce sera lui qui va sauver Emma et Rei. Mais bref, t'as vraiment des péripéties contre ce monstre. Il y a Rei qui saute et qui décoche une flèche en slow motion sur l'œil du monstre. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça épique. Je savais que Sonju allait intervenir. Par contre, la fin,
je valide. Quand Emma, elle se fait sauver par Sonju, oui, il y a un petit ralenti 3D où Emma allait se faire bouffer, celui-là, j'ai kiffé. En fait, la CGI, c'est compliqué, parce que j'aime bien, mais faut très bien le placer, et il faut que ce soit discret. Là, je trouve qu'ils en ont un peu trop abusé. Mais sinon, mon avis sur l'épisode, c'est que ça n'entache pas le scénario. La mise en scène est vraiment excellente, la musique aussi. Oui, 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 moi, j'ai été immergé dans l'histoire, et surtout, cette scène finale, aïe aïe aïe, elle était vraiment énorme. Norman qui met son plan à exécution, franchement, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Genre, explosion dans la ville, direct, les démons qui commencent à devenir fous, Norman qui vient directement sur place avec son épée pour tuer des monstres, on est vraiment dans une ambiance de terreur. Et puis, cette phase où il commence à réaliser, sa conscience qui commence à refaire surface, mais moi je vous le dis, la conscience, la paix intérieure, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Parce que tuer des gens, c'est mal. Et c'est vraiment très mauvais. Parce que c'est à ce moment que tu culpabilises et que tu commences à tellement culpabiliser que tu vois des fantômes. C'est que ta conscience n'en peut vraiment plus et que te fait perdre la notion de réalité. Tuer quelqu'un, c'est le point de non-retour. Le mec, tu pourras plus le ressusciter et c'est pour ça que ta conscience ne peut pas le supporter. Et Norman, quand il voit la ville en feu, les bébés innocents qui pleurent, tout ça, et c'est là qu'il réalise. Et même, il n'arrive pas à planter le bébé monstre qui est devant lui. Et puis, cette phase où le vieux, il arrive et il appelle le bébé Emma. Aïe aïe aïe, Norman qui s'arrête. Il essayait de planter la fille, mais il n'y arrive pas. Il essaye quand même et il se lance avec son épée, il plante le vieux, mais il se protège et il soigne sa fille avec son sang. Oh là là, l'expression du visage de Norman. Là, il sait qu'il peut pas éradiquer tous les monstres. Il sait que son plan va échouer et que le mal a déjà été fait. Là, il n'y a plus de retour en arrière. Il a massacré des gens innocents. Et ça, sous les yeux d'Emma. Parce que Emma, la vraie, arrive et elle interpelle Norman. Et quand Norman se retourne vers elle, elle comprend tout de suite Norman. Elle le revoit quand il est petit, en train de pleurer. Et ça, c'est le vrai visage de Norman. C'est les vrais sentiments de Norman, ça. C'est le petit qui a subi, qui s'est fait torturer, qui souffre et qui, pour mettre fin à ses souffrances, tellement c'est énorme, a succombé à la vengeance. Et cette vengeance, au final, le fait souffrir encore plus. Et ça, Emma, elle le voit. Rappelez-vous de cet épisode précédent où elle lui avait dit « Mais tu souffres pas ?» Eh ben ça, c'est la souffrance ultime. Le poids de toute la culpabilité. Et ça, c'est une véritable leçon de vie. La vengeance mène à la pire des souffrances, la culpabilité, la destruction de la paix intérieure, celle qui te permet de dormir la nuit, celle qui te permet de te regarder dans un miroir. Mais là, c'est terminé pour Norman. Il va en faire des cauchemars toutes les nuits. Il va commencer à avoir des fantômes de monstres. Mais là, heureusement qu'Emma est arrivée, parce que peut-être qu'elle va réussir à sauver l'âme de Norman. Enfin bref, excellent épisode encore une fois, mais là je vais ressortir le mot masterclass. Masterclass. J'ai surkiffé cet épisode. Il y a juste ce petit abus de CGI, mais c'est tellement ridicule, c'est tellement tout petit par rapport à la masterclass de l'épisode, de ce que c'est, de ce qu'est cet énorme scénario incroyable. Et j'ai plus qu'une chose à dire. The Promised Neverland, c'est la vie. Ouais, The Promised Neverland, c'est la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.